jaune, bleu de votre profil. Alors, du coup, je prends dans l'ordre, hein, une main levée. C'est Florent de l'asso Choisi, je crois. Choisi le vélo. Oui, vous m'entendez? Bonjour Florent. Oui. Bonjour. Alors, merci beaucoup pour ce séminaire, super bien organisé. J'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup de monde dans la salle d'attente. C'est dire l'intérêt. Donc moi, j'apprécie beaucoup les présentations. Cependant, un petit bémol, j'ai l'impression que c'est pour des déjà convaincus. Et donc, j'ai posé la question tout à l'heure dans le chat à Pierre Cerne. Je pense que ce qui va être primordial aujourd'hui, c'est que ces aménagements temporaires, on arrive aussi à les faire réaliser par des collectivités qui, avant, ne réalisaient pas forcément beaucoup d'aménagements. On le voit bien, et la conclusion de Frédéric Errand est là aussi pour le montrer, on le fait déjà, accélérons. Bon, qu'est-ce qu'on fait concrètement aujourd'hui en France pour ceux qui ne faisaient pas avant? Voilà, c'est ma question. Eh bien, on va donner la parole à Pierre, du coup, qui lève la main. Oui, merci. Je vais d'ailleurs, enfin après, il va vraiment falloir que je parte parce que je suis déjà très en retard. Mais la réponse, c'est que évidemment, s'il y a que les collectivités qui font déjà de l'aménagement cyclable et qui sont déjà convaincus qui font, non seulement il va manquer des aménagements cyclables à certains endroits, mais en plus on va avoir des discontinuités pas du tout adéquates. L'idée est donc que, alors bon, la bonne nouvelle c'est quand même qu'il y a déjà des remontées et que des remontées et des initiatives et des manifestations d'intérêt de collectivités qu'on ne connaissait pas particulièrement pour leur attrait pour le vélo ou qui étaient même plutôt connus pour l'inverse. Donc c'est bien qu'il se passe quelque chose et il va falloir qu'on travaille beaucoup sur la question de l'incitation pour que on ait vraiment des collectivités en nombre qui s'y mettent et notamment dans là où il y a des collectivités gestionnaires de voirie dont on aura besoin pour faire des continuités d'aménagement. Et aussi la question, la question elle sera posée avec l'État, c'est-à-dire celle de la prescription, c'est-à-dire qu'à un moment s'il y a un blocage d'une collectivité qui bloque en fait un aménagement et une continuité d'aménagement temporaire, la question va se poser de savoir si, vu l'urgence et l'intérêt général et primordial qu'on a de faire ces aménagements temporaires dans les temps pour absorber les flots de cyclistes qui ne manquera pas d'y avoir, si, dans ces cas-là, il n'y a pas une instance de gouvernance autre qui passe. Voilà. Je le dis de façon la plus modérée et euphémisée possible, mais la question elle va se poser et si on veut pas rater, il va bien falloir qu'on règle cette question-là quand même. Merci. J'en profite pour donner la parole à Agnès, qui a également levé la main, et je pense que c'est pour également répondre à cette question. Oui, pour répondre à cette question, nous, on voit bien, par exemple, dans la région Île-de-France, la région s'engage sur ce réseau cyclable express, y compris en temporaire. Les départements s'engagent. On a aussi les intercos. Bon, le GPSOA, par exemple, est en train de s'engager aussi dessus. Ça va toucher des villes. Certaines villes ont avancé sur le vélo, d'autres pas encore. Mais si on est sur des axes structurants continus, compte tenu de l'enjeu aujourd'hui de ce déplacement, de post-confinement, je pense que ça va engendrer un emballement des autres collectivités, des autres communes qui n'étaient pas forcément pro vélo. Et on va avoir une dynamique collective accompagnée par les associations de vélo et je pense qu'on est sur une dynamique au contraire qui va être beaucoup plus positive et qui va élargir la réflexion. Et là, je ne parle pas que des villes, que des zones urbaines, mais aussi le périurbain et le rural qui va arriver dedans aussi.
Merci beaucoup. Du coup, je vais donner la parole à Frédéric qui lève la main physiquement. Si j'arrive à trouver, oui, je vais vous libérer le micro. Voilà. Oui, merci. Oui, il y a toujours des phénomènes d'émulation, hein, c'est le mot-clé qui existe dans ces cas-là, mais ça va dépendre de tout un ensemble de choses, de tout un ensemble d'acteurs. D'abord, quand même, d'abord des usagers, quoi. C'est-à-dire que si les usagers se mettent effectivement au vélo, comme on l'espère, comme Pierre l'a bien expliqué, eh bien, très vite, les villes qui ne feront rien seront sollicitées par leurs administrés qui diront et pourquoi on ne fait rien, nous? Hein, donc, il y aura évidemment des phénomènes d'émulation très importants qui vont jouer. Et les villes trop en retard, bon, elles risquent de s'en mordre les doigts. Maintenant, moi, j'ai quand même un doute sur l'engouement effectif pour le vélo, parce que quand j'étudie ce qui se passe dans des moments exceptionnels, prenons par exemple, je sais pas, les attentats dans le métro à Bruxelles en 2016, on a eu une hausse de la pratique du vélo de 30%, quoi, à peu près d'un coup, parce que les gens avaient peur de revenir dans le métro. Bon, mais on peut pas comme ça avoir un triplement, un quintuplement. Ça peut pas aller trop loin parce que l'apprentissage du vélo, c'est quelque chose de compliqué. C'est pas seulement un savoir rouler, c'est un savoir se débrouiller dans le trafic. On fera des aménagements partout, c'est possible, mais il y a toujours un moment où il faudra revenir dans le trafic général. Ce sera jamais très simple. Bref, c'est un système, le vélo, c'est un système, et apprendre ce système, à utiliser tout ce système, à avoir un vélo en bon état, à le faire réparer aux besoins, etc. Tout cet ensemble de choses, ça va être compliqué de le faire évoluer en même temps. Mais évidemment, on est là pour ça, pour y parvenir. Merci. Du coup, on va prendre une autre question. Il y a Florence Delaunay qui lève la main depuis tout à l'heure. Bonjour Florence. Micro. Sinon, voilà. le micro va se mettre en place. C'est bon. Moi, j'avais déjà placé un élément dans le fil de discussion qui n'est pas vu, mais je pense que c'est intéressant pour tout le monde dans la mesure où on est tous en train de se demander comment on va faire pour aider les gens qui sortent des transports en commun pour les guider vers une pratique du vélo. Et il y a un élément qui n'a pas du tout été abordé dans la discussion et qui est le marquage des lignes avec un trait de peinture colorée, de manière à ce que quelqu'un qui se décide à prendre un vélo pour faire un trajet trouve avec son marquage horizontal et la couleur quelque chose qui va le sauver en fait de la difficulté qu'il aura à s'orienter. Ces histoires de marquage avec un trait de couleur, évidemment, ça coûte un petit peu de peinture, mais c'est quand même relativement peu coûteux. Et j'ai vu dans je ne sais plus quelle ville du nord de l'Europe un marquage avec une sorte d'haltère en fait au sol. L'haltère, quand elle va vers le centre, c'est le rond en avant qui est. Quand on va vers le centre-ville, on a le rond de l'haltère vers l'avant. Et quand on va vers la périphérie de la ville, on a le rond de l'haltère vers l'arrière. En fait, c'est un espèce de système pour arriver à savoir si on va vers le centre ou vers la périphérie. Donc tout ça, et je pense que c'est vraiment des petits outils qui peuvent aussi être mis dans la boîte à outils pour les villes dans lesquelles il y a des réseaux un petit peu compliqués et où avec les lignes de couleur, on peut vraiment aider les gens à s'orienter. Très bien, merci pour cette question qui sera la dernière. Par contre, il y a Mehdi à Montreuil qui réagit, donc je vais lui permettre de répondre à cette question. Et je pense qu'ensuite, ce sera le mot de la fin. Mais merci beaucoup. Oui, d'abord, il faut avoir conscience, moi je parle pour une ville qui est une ville de banlieue, donc qui n'est pas un centre. Donc lorsqu'on parle de centre pour une ville comme la nôtre, c'est difficile. Est-ce que c'est le centre de Paris? Est-ce que c'est le centre de Montreuil?
Donc là, c'est quelque chose qui peut être un peu difficile. J'ai quand même vu des marquages qui étaient intéressants, notamment dans la ville de Strasbourg, qui utilisent la silhouette de la cathédrale, qui est connue par tous les Strasbourgeois, pour flécher en direction du centre de Strasbourg. Donc là, ça marche bien quand c'est une métropole, quand c'est une ville de province. Une ville de banlieue, ça a moins bien marché. Nous, on a travaillé, alors vous l'avez vu, sur la question des couleurs dans les carrefours, avec un bleu qui est très distinctif et très visible pour tous les usagers de l'espace public, mais aussi avec des marquages au sol qui donnent la direction, la durée qu'il faut pour atteindre cette direction et des flèches en fonction des carrefours. Et on a un retour très favorable, très positif de cette démarche qui est très visible pour les cyclistes qui savent du coup vers où aller quand ils roulent sans trop chercher parce que le panneau qui est en l'air, ils ne le voient pas forcément, ce qui est au sol, ils le voient. Mais en plus, ça a l'intérêt de faire de la pédagogie auprès des piétons qui passent à côté de ces marquages et qui réalisent soudain que aller de la Croix de Chavaux, pour l'exemple concret, vers le RER A Vincennes, c'est à peine 5 minutes à vélo, alors qu'à pied, ce serait une autre histoire, ou en bus aussi. Voilà, donc oui, les marquages, c'est très utile, mais c'est très compliqué aussi. Et puis, il faut avoir en tête la question de l'entretien. Ça s'use, ça s'érode. Alors, le faire sur de la résine, ça permet d'avoir une plus grande durée de vie du marquage, comme la résine dure plus longtemps. Mais il n'empêche que c'est complexe. Et puis derrière, la mise en œuvre de l'entretien est tout aussi compliquée puisque c'est pas juste une flèche à repeindre, c'est souvent comment dire, il faut un pochoir pour le marquage et ça, tout le monde l'a pas forcément en stock dans les ateliers. Donc, on voit sur le long terme que ça reste compliqué pour nous. Merci beaucoup, Mehdi. On arrive à la fin de notre webinaire. On a déjà largement dépassé le temps. Je voudrais déjà d'abord remercier vraiment chaleureusement tous les intervenants qui ont été mobilisés au pied levé sur ce webinaire qui a été monté en 2 jours, en rapport avec l'urgence du sujet. Ils ont répondu présents et présentes et je les remercie vraiment beaucoup. On a eu une occasion inédite ici de travailler sur une recomposition très forte en profondeur de l'espace public vu les circonstances et on voit bien qu'il y a tout un tas d'acteurs associatifs et dans les collectivités qui sont sur le pied de guerre pour travailler sur ces sujets-là. Évidemment, on ne va pas s'arrêter là. C'est vrai qu'on espère pouvoir continuer à échanger, travailler sur des recommandations techniques, faire aussi des choses qui relèvent du bilan aussi de ce qui aura été fait dans quelques semaines. Donc, c'est vraiment très positif pour la suite. Et je voulais terminer aussi en vous annonçant qu'on est en train d'essayer de démarrer une démarche un petit peu parallèle sur la question de la marche. Ça a été évoqué dans les présentations qui ont été faites aujourd'hui. On a mis en ligne hier soir un article qui s'intéresse aux opportunités de créer de l'espace pour la marche lié au confinement et à la période des confinements. Et on espère aussi pouvoir qu'il y ait des choses qui puissent émerger de ces démarches-là. Voilà. Merci aux intervenants, merci évidemment aussi aux participants. Vous avez été donc 500 à vous inscrire et je pense beaucoup plus à vouloir participer, ce qui est vraiment un signe que le sujet brûle, si on peut dire. Et je vous dis à bientôt et merci à tous.